Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Michel Sleiman ordonne à l'armée libanaise d'arrêter tout homme armé voulant combattre en Syrie. Une mesure qui intervient après les menaces de Damas de riposter en cas de poursuite des infiltrations. La CIA envisage d'utiliser des drones pour liquider des islamistes en Syrie alors que la guerre entre dans sa 3e année. La présence de combattants radicaux au sein de la rébellion inquiète de plus en plus la communauté internationale. À quelques jours du 10e anniversaire du début de l'invasion irakienne, le conflit reste très controversé alors que la situation en Irak ne s'est toujours pas stabilisée. Et dans ce journal, on ira aussi au Vatican où le pape François souhaite une église pauvre pour les pauvres. C'est ce qu'il a indiqué aux journalistes lors de sa première audience avec la presse du monde entier. Le Liban doit empêcher les combattants de franchir la frontière pour entrer en Syrie. C'est ce qu'a affirmé Michel Sleiman après les menaces de Damas de riposter en cas de poursuite des infiltrations. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors d'une réunion avec la communauté libanaise de Côte d'Ivoire durant sa visite officielle. Pour lui, la stabilité du Liban est l'affaire de tous les Libanais pour maintenir la neutralité du pays dans le conflit syrien. Sleiman a indiqué avoir donné l'ordre à l'armée libanaise d'arrêter tout homme armé qui a l'intention d'aller combattre en Syrie. De jeunes Libanais ont cherché à rejoindre les rebelles syriens alors que l'opposition accuse le Hezbollah de prêter main forte aux forces du régime. Jeudi, le ministère syrien des Affaires étrangères a menacé de frapper les groupes armés au Liban qui passent clandestinement en Syrie, une menace que le gouvernement libanais prend très au sérieux. 26e jour de la grève ouverte du secteur public. Comme les journées précédentes, ils étaient des centaines à réclamer le transfert de la grille des salaires au Parlement. C'est devant la direction des revenus du ministère des Finances à Beyrouth que ces fonctionnaires et enseignants se sont rassemblés ce samedi à l'appel du comité de coordination syndicale. Le président du CCS a appelé le Premier ministre Najib Mikati à transférer la grille des salaires au Parlement lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres prévue le 21 mars. La CIA recueille actuellement des renseignements sur des islamistes radicaux en Syrie en vue de les liquider par des frappes de drones. C'est du moins ce que rapporte le Los Angeles Times qui cite d'actuels et d'anciens responsables américains. Selon le journal, Barack Obama n'a pas encore autorisé des attaques de drones en Syrie, mais le service de contre-terrorisme de la CIA y a récemment affecté plusieurs agents à la surveillance de militants extrémistes. Les agents chargés de les cibler ont formé une unité avec leurs collègues qui ont suivi les opérations menées par Al-Qaïda en Irak. Certains éléments de l'organisation terroriste auraient en effet gagné la Syrie et rejoint les milices islamiques antigouvernementales. Le Los Angeles Times précise que cette équipe est basée dans le quartier général de la CIA à Langley, en Virginie. La centrale américaine maintient également des liens étroits avec les services de renseignement saoudiens et jordaniens. En France, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir place du Panthéon à Paris pour réclamer l'arrêt des massacres en Syrie. Un rassemblement qui s'inscrit dans le cadre d'une grande manifestation internationale organisée partout dans le monde pour marquer le 2e anniversaire du début de la révolution syrienne. L'hôtel de ville de Paris a été pavoisé en blanc dans le cadre de cette opération. Paris et Londres ont obtenu de l'Union européenne qu'elle réexamine dès la semaine prochaine son embargo sur les armes à destination de la Syrie. Objectif, aider l'opposition à chasser Bachar el-Assad du pouvoir. Réaction du Conseil national syrien. Dans les conditions actuelles, aucune solution politique n'est pas possible parce que le rapport de force il est en faveur du régime criminel syrien. Et dans les conditions quand la révolution syrienne prend le terrain, le régime syrien sera obligé de négocier, voire de partir. Et c'est dans ce sens qu'on comprend les dernières décisions de la France et de Grande-Bretagne qu'ils ont déjà décidé pour aider le peuple syrien, pour se protéger au moins et pour changer le rapport de force. Dans un instant, les Zimbabwéens aux urnes pour approuver une nouvelle constitution censée ouvrir la voie à une démocratisation de leur pays. Voilà 10 ans que la guerre en Irak a été lancée, une invasion qui a abouti sur la chute du régime de Saddam Hussein. Aux États-Unis comme au Royaume-Uni, cet anniversaire est l'occasion de revenir sur un conflit qui reste très controversé, alors que la situation en Irak ne s'est toujours pas stabilisée. C'était il y a 10 ans.
En 2003, la guerre en Irak commence et s'inscrit dans l'histoire comme un des conflits les plus controversés. Depuis, de nombreuses voix demandent la condamnation de l'ancien président des États-Unis, George Bush, et de l'ex-premier ministre britannique, Tony Blair, pour crimes de guerre. C'est scandaleux de voir cet homme qui nous a entraînés dans une guerre jugée illégale par la majorité de la population, non seulement contrôler des salaires astronomiques, mais aussi qui continue à être impliqué dans le processus de paix au Moyen-Orient. C'est une plaisanterie de le considérer comme un homme d'État ou comme une sorte d'envoyé de paix. Mais pour Tony Blair, cela ne fait aucun doute. La guerre reste totalement justifiée par la chute de Saddam Hussein. Je pense que si nous l'avions laissé au pouvoir, vous pouvez imaginer la situation en voyant ce qui se passe en Syrie. Il y aurait eu un carnage en Irak bien pire que celui en Syrie et aucun espoir de le voir se terminer. C'était la décision la plus difficile et la plus mesurée de ma vie. Mais malgré la chute de Saddam, l'Irak reste instable entre corruption, violence politique et tensions ethniques. Le gouvernement a d'ailleurs entrepris de réarmer le pays à coût de milliards de dollars pour des raisons de sécurité. Détail ironique, les États-Unis sont le premier fournisseur d'armes de Bagdad. Aux États-Unis, justement, ce 10e anniversaire est aussi l'occasion de revenir sur cette invasion. À l'époque, la CIA a accusé l'Irak de posséder des armes chimiques et de développer un programme nucléaire, un motif de guerre qui s'est avéré faux. Aujourd'hui, même scénario, Washington hésite à lancer des frappes contre l'Iran et son éventuel armement nucléaire. La pression monte donc sur la CIA pour qu'elle ne refasse pas la même erreur qu'avec l'Irak. C'est la raison pour laquelle Timothy McLaughlin a décidé de révéler au grand jour son journal de bord. Dans une exposition au Bronx Documentary Center à New York, cet ancien marine dévoile son quotidien de soldat en Irak. Ça reflète manger de la mauvaise nourriture. Ça reflète un de mes marines qui a été tué par accident et lui qui va à l'hôpital. Des lettres que j'ai écrites à ma famille, mes expériences en combat, tuer des gens, tuer les bonnes personnes, tuer les mauvaises personnes, voir les autres soldats se faire tuer autour de moi. Voilà tout ce que ça reflète. Élément phare de l'exposition, le drapeau américain utilisé pour recouvrir la statue de Saddam Hussein. L'ancien marine, à qui appartient le drapeau, explique l'avoir emmené pour le prendre en photo en Irak. L'objet fait désormais partie des images les plus symboliques et contestées de cette guerre. Benyamin Netanyahou doit informer ce soir le président israélien Shimon Peres de la formation de son gouvernement. Gouvernement obtenu à la dernière heure après 40 jours d'âpre tractation. Le Premier ministre avait légalement jusqu'à samedi soir, ce soir donc pour former un cabinet ou reconnaître son échec après la prolongation de 2 semaines du délai initial de 28 jours pour mettre en place une nouvelle coalition. Sorti affaibli des difficiles tractations, Benyamin Netanyahou a signé cet accord avec le parti Yesh Atid de centre-droit et celui du foyer juif de la droite nationaliste religieuse. Le nouveau gouvernement doit prêter serment devant la Knesset lundi, soit 2 jours seulement avant la première visite présidentielle de Barack Obama en Israël. En visite au Cameroun, le chef de la diplomatie française a affirmé que tous les moyens sont mobilisés pour retrouver la famille de 7 Français enlevés le 19 février dans le nord par des individus qui se réclament du groupe islamiste nigérian Boko Haram. On écoute Laurent Fabius. Le plus grand souhait, j'allais dire le seul souhait que nous pouvons formuler, c'est de les retrouver vivants. Alors, tous les moyens sont mobilisés à cette fin. La France a recueilli un tel soutien dans l'ensemble des pays, des dirigeants, quelles que soient par ailleurs leurs orientations. Chacun a bien compris que maintenant, malheureusement, mais ce n'est pas vrai seulement en Afrique, le terrorisme, les groupes terroristes devaient être combattus comme tels, faute de quoi ils risquent de miner toute possibilité de développement. L'ensemble de nos compatriotes français, ils pensent à vous, ils savent que vous servez la France là où vous êtes, ici, et qui espèrent, comme nous tous, que nous trouverons une issue positive à ce drame. Une église pauvre et pour les pauvres, c'est ce que veut le pape François qui s'exprimait à l'occasion de sa première audience avec les représentants des médias du monde entier. Il a ainsi expliqué aux journalistes pourquoi avoir choisi le patronyme de Saint François d'Assise, symbole de paix, d'austérité et d'assistance aux pauvres. Depuis son élection au trône de Saint-Pierre, le pape a multiplié les signes de sa volonté de présider à un style différent à la tête de l'Église catholique. Le successeur de Benoît XVI a souligné que l'Église catholique, comme toute institution, a des vertus et des péchés. Mais il a demandé aux journalistes de se concentrer sur la vérité, la bonté et la beauté. Référendum sous haute tension au Zimbabwe sur la nouvelle constitution. Plus de 5 millions d'électeurs sont appelés à approuver un projet plus libéral.
Objectif, sortir le pays de la crise en permettant des élections libres et démocratiques prévues en juillet. Le texte réduit les pouvoirs du président et limite les mandats à 2 quinquennats, mais il n'empêchera pas Robert Mugabe, au pouvoir depuis 33 ans, de se représenter, car les compteurs seront remis à zéro. Cet homme de 89 ans est contraint de gouverner avec son principal rival, le Premier ministre Morgan Tsvangirai, au sein d'une coalition d'union nationale. La Constitution proclame aussi les droits à la vie, à la liberté individuelle, à la liberté de conscience et à la liberté d'expression. Elle interdit notamment la détention sans motif, la torture ou encore le travail forcé. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, au Venezuela, les autorités ont décidé de ne pas embaumer le corps du président défunt, Hugo Chavez. Et pour cause, il aurait fallu envoyer la dépouille en Russie pendant au moins 7 mois. La dépouille a donc été transférée de l'académie militaire à une ancienne caserne transformée en musée de la Révolution. C'est dans ce lieu hautement symbolique qu'Hugo Chavez avait initié une tentative de coup d'État en 1992, lançant ainsi sa carrière politique. 3 mois après le tollé provoqué par le viol collectif d'une jeune étudiante dans un bus à New Delhi, l'Inde est à nouveau confrontée à une affaire d'agression sexuelle collective qui concerne cette fois une touriste suisse. Une femme de 39 ans et son mari ont été agressés par 7 hommes alors qu'ils campaient dans une forêt dans le centre du pays. Les agresseurs ont attaché l'homme et violé la femme en sa présence avant de leur voler leurs biens. La femme a été hospitalisée depuis. Retour en douceur pour 3 astronautes de la Station spatiale internationale. Le commandant russe de la mission, Oleg Novitsky, son concitoyen Evgeny Tareklin et l'américain Kevin Ford ont atterri dans les steppes du Kazakhstan après avoir passé plus de 4 mois à bord de la station. Les 3 hommes ont laissé derrière eux 3 astronautes, un russe, un américain et un canadien, qui ne devraient pas rentrer sur Terre avant le mois de mai. C'est une pièce phare de la vente Empire organisée par la maison Ozona, la bague de fiançailles de Napoléon Bonaparte et de Joséphine de Beauharnais. Le 24 février 1796, Bonaparte annonce ses fiançailles avec Joséphine, veuve d'Alexandre de Beauharnais. Il l'épouse civilement le 9 mars, juste avant de prendre le commandement de la campagne d'Italie. D'un diamètre de 18 mm, cette bague en or, ornée d'un diamant et d'un saphir taillé en poire et disposée en toi et moi, est estimée entre 8 et 12 000 euros. Elle sera l'une des stars de la vente aux enchères organisées le 24 mars à Fontainebleau. Explication. Napoléon était un hyperactif, donc entre 2 campagnes, il a sûrement trouvé une soirée pour offrir cette bague à sa future épouse. À l'époque, il n'a pas encore eu de grande victoire. Il est très prometteur, c'est pour ça qu'on le présente à l'impératrice Joséphine. Et on pense que très rapidement, il lui offre cette bague en garantie d'un mariage qui arrivera peu de temps après. On n'est pas encore sous le Premier Empire. Napoléon est un jeune général avec une très peu fortunée. Et je pense que déjà pour lui, à l'époque, c'était déjà un bijou important. Il est vrai que rapidement, Joséphine et Napoléon vont vite faire fortune. Donc, mais je pense qu'elle gardera toujours cette bague très précieusement, puisque ça est arrivé ensuite jusqu'à son petit-fils, l'empereur Napoléon III. Mais c'est une bague qui correspond tout à fait à la situation économique de l'époque et à la situation du personnage. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Michel Sleiman ordonne à l'armée libanaise d'arrêter tout homme armé voulant combattre en Syrie. Une mesure qui intervient après les menaces de Damas de riposter en cas de poursuite des infiltrations. La CIA envisage d'utiliser des drones pour liquider des islamistes en Syrie. Alors que la guerre entre dans sa 3e année, la présence de combattants radicaux au sein de la rébellion inquiète de plus en plus la communauté internationale. À quelques jours du 10e anniversaire du début de l'invasion irakienne, le conflit reste très controversé alors que la situation en Irak ne s'est toujours pas stabilisée. Et le pape François souhaite une église pauvre pour les pauvres. C'est ce qu'il a indiqué aux journalistes lors de sa première audience avec la presse du monde entier au Vatican. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. C'est en suite de programme sur notre antenne. Vous retrouverez Serge Barbaret à la barre du prochain.